Storytime. Imaginez la scène. Un homme attend ce moment depuis des années. Ce soir-là, il pense entrer dans une nouvelle vie. Pas une promotion ordinaire, pas un nouveau poste, pas une médaille. Il va devenir un made man, un membre officiel et reconnu de l'une des plus grandes familles mafieuses de New York. Mais avant la cérémonie dans un steakhouse, il y a un rituel. Et ce rituel ne ressemble pas du tout à ce que les films nous ont vendu. Pas de musique italienne, pas de grandes phrases autour d'une table, pas de poignée de main solennelle devant un portrait jauni. Non. D'abord, on lui demande de remettre son téléphone, son beeper, et enfin ses bijoux. Ensuite, on le conduit dans un autre immeuble. Là, on l'emmène dans une petite salle de bain et on le fouille entièrement à la recherche du moindre dispositif électronique. Pour sa grande rencontre avec le patron, on ne lui donne pas un costume. On lui donne un peignoir. À première vue, cette histoire appartient au monde du crime organisé, à un univers de paranoïa, d'écoute policière, de micro-cachets, de balance et de trahison. Mais c'est peut-être ça le plus inquiétant. Ce qui était autrefois réservé aux mafieux, aux espions, aux diplomates et aux agents secrets pourrait bientôt devenir une préoccupation banale. Demain, ce ne sera peut-être plus seulement un mafieux qui se demandera « Est-ce que quelqu'un m'enregistre ?» Ce sera vous. Au travail, dans un bar, en réunion, à table avec des amis, pendant une dispute de couple, lors d'une discussion médicale, ou simplement à un moment où vous dites des choses que vous ne voulez pas voir ressortir 5 ans plus tard, hors contexte, dans un fichier, dans un cloud, dans une base de données ou dans un modèle d'intelligence artificielle. Bienvenue dans la prochaine guerre de la vie privée, une guerre sans soldats, une guerre entre les micros et les brouilleurs, entre les lunettes connectées et les contre-mesures, entre l'intelligence artificielle qui écoute tout et les humains qui voudraient encore pouvoir parler librement. Partie 1. Le monde où tout est enregistré. Pendant longtemps, enregistrer quelqu'un demandait un geste volontaire. Il fallait un dictaphone, lancer une application, poser un téléphone sur la table, appuyer sur un bouton d'enregistrement. Ce geste venait d'une intention suivie d'une action physique. Mais nous entrons dans un monde où l'enregistrement devient automatique, insignifiant et en un mot, ambiant. Ce n'est plus forcément « je t'enregistre », c'est plutôt mon micro IA est là, il observe, il écoute, il transcrit, il résume, il analyse. Et l'objet ne ressemble pas vraiment à un micro. Il peut ressembler à une paire de lunettes, un pendentif, une broche, un badge, un casque, une montre, un assistant vocal, une caméra miniature ou tout simplement un bijou. Et surtout, tout le monde pourra avoir la parfaite excuse. Ce n'est pas pour t'espionner. C'est pour m'aider, pour prendre des notes, me souvenir d'une conversation, résumer une conversation, retrouver le bon mot ou le bon conseil qu'on m'a dit, traduire ou organiser ma journée. Et c'est précisément là que le problème devient subtil. Parce qu'une technologie peut être utile, pratique, séduisante, et en même temps profondément intrusive et problématique. Prenez une réunion de travail. Autrefois, si quelqu'un sortait une caméra et la posait sur la table, tout le monde le voyait. Cela crée immédiatement une discussion. Pourquoi tu filmes ? C'est enregistré ? Qui aura accès à la vidéo ? Mais si l'enregistrement est intégré dans un objet porté en permanence, si ce genre d'objet est si pratique que tout le monde en a un, la question disparaît. Le consentement devient flou, la frontière entre mémoire personnelle et surveillance collective est également floue. Et la phrase « je n'ai rien à cacher » devient pratiquement absurde. Parce que la vie privée, ce n'est pas seulement cacher des choses illégales. C'est avoir le droit de tester une idée maladroite,
de changer d'avis, de parler franchement, de se tromper, d'être ironique, de dire quelque chose dans un contexte précis sans que cette phrase devienne un fichier exploitable à l'infini. Le vrai changement, ce n'est pas seulement que les machines enregistrent, c'est qu'elles comprennent. Un vieux dictaphone capturait un son. Un système d'IA peut transformer ce son en texte, extraire des noms, détecter des émotions, identifier des sujets sensibles, résumer une relation, créer un profil, retrouver un passage précis, croiser de l'information avec d'autres données sur Internet ou dans une base de données. En clair, l'enregistrement n'est plus une archive morte, c'est une matière première active. Et cette matière première, c'est nous. La mafia l'a compris très tôt. Dès qu'un appareil peut enregistrer, toute parole devient dangereuse. Quand les téléphones sont devenus faciles à mettre sur écoute, les conversations importantes ont quitté le téléphone. On parlait en personne, puis les planques ont été truffées de micros, alors on a parlé dans les voitures, puis les voitures ont été surveillées et elles embarquent maintenant nativement plusieurs micros, alors on a marché dehors, le fameux walk and talk, deux personnes qui discutent en marchant sans rester trop longtemps au même endroit. Puis sont arrivés les téléphones jetables, enfin les téléphones chiffrés. Des plateformes sont apparues supposées inviolables. D'ailleurs, ironie de l'histoire, certaines de ces plateformes étaient elles-mêmes des pièges. Par exemple, l'opération Anom, menée par le FBI et d'autres autorités internationales, est spectaculaire. L'idée était presque trop belle, fournir au crime organisé des téléphones sécurisés avec un chiffrement de qualité via une société écran n'ayant a priori aucun lien avec les autorités. Les réseaux criminels tombent dans le panneau et les adoptent car ils se sentent protégés. Ils discutent donc de trafic de drogue, de blanchiment, d'armes, de grosses livraisons, de rendez-vous et d'opérations diverses. Sauf que derrière la porte blindée, il y avait le FBI. Le téléphone avait une porte dérobée mise en place par le FBI qui leur permettait de lire et entendre tous les messages en clair et sans effort. Un peu comme si on vous fournissait la meilleure porte blindée du commerce à un prix raisonnable, mais qu'il y avait une manipulation secrète qui permettait d'ouvrir la porte sans effort. Dans les solutions de sécurité, on est toujours à la merci de l'honnêteté du vendeur. Prenons 3 exemples. De 1980 à 2010, les États-Unis auraient laissé des entreprises et institutions suisses s'équiper massivement en stations Sun Microsystems, dont le système d'exploitation Solaris aurait contenu une porte dérobée. Résultat, des machines réputées fiables devenaient des postes d'écoute efficaces pour la NSA. De 1951 à 2018, plus de 100 pays ont acheté à Crypto AG, une entreprise suisse, des machines censées protéger leurs secrets diplomatiques, militaires ou industriels. En réalité, Crypto AG était secrètement contrôlé par la CIA et le BND allemand. Les machines étaient truquées et les messages pouvaient être lus par Washington et Bonn. Des États ont payé une fortune pour confier leurs secrets à un coffre-fort dont la CIA possédait déjà la clé. Enfin, entre 2010 et 2011, la NSA et le GCHQ auraient piraté le géant des cartes SIM pour voler les clés de chiffrement permettant d'écouter les téléphones sans passer par les opérateurs. Vous voyez comment ces solutions de sécurité sont à double tranchant. Si l'on revient à notre opération Anom, selon le ministère américain de la Justice, plus de 12 000 appareils piégés ont circulé dans plus de 300 organisations criminelles dans plus de 100 pays. Les enquêteurs ont catalogué plus de 27 millions de messages. Europol a de son côté présenté l'opération comme l'une des plus grandes opérations contre les communications chiffrées criminelles. Cette histoire raconte quelque chose de très profond. Quand vous êtes la souris, vous pouvez acheter le meilleur coffre-fort du monde. Mais si le coffre-fort a été fabriqué par le chat, vous avez perdu. Et aujourd'hui, nous ne sommes évidemment pas dans la situation des mafieux. Il ne s'agit pas de comparer une discussion ordinaire à une conversation criminelle. Mais le mécanisme technologique est le même. Dès qu'une communication devient précieuse, quelqu'un cherche à la capter. Dès que quelqu'un la capte, quelqu'un d'autre cherche à l'empêcher. Et dès qu'on invente une défense efficace,
l'espion invente une manière de la contourner. C'est la logique de la course aux armements. Sauf qu'ici, l'arme n'est pas un missile, c'est un micro ou une caméra. Partie 3, la grande histoire du brouillage. Pour comprendre ce qui arrive avec les micros propulsés par IA, il faut remonter à une autre guerre invisible, celle du radar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le radar change tout. Il permet de voir venir des avions avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Vous imaginez bien que c'était une révolution militaire. Mais comme toujours, une révolution technique appelle une contre-révolution. Les Britanniques développent alors une technique appelée window, connue ensuite sous le nom de chaff, c'est-à-dire des milliers de bandelettes métalliques larguées depuis les avions. Les bandes créent de faux échos sur les écrans radars ennemis. Pour l'opérateur au sol, l'écran se remplit de fantômes. Est-ce de vrais avions ou est-ce des leurs ? Tout devient confus. Ce moment est essentiel parce qu'il montre une règle qui va se répéter partout. Une technologie apparaît pour détecter, une autre apparaît rapidement pour tromper la détection. Puis la détection devient plus fine, plus intelligente, puis la tromperie s'adapte et devient plus sophistiquée. Radar contre chaff, micro contre brouilleur, IA contre anti-IA, c'est la même danse. Dans le domaine audio, les premières contre-mesures étaient assez brutales. Vous ne voulez pas être enregistré, alors faites du bruit. Beaucoup de bruit. Du bruit blanc, des sons désagréables, des parasites, de quoi rendre la voix incompréhensible sur l'enregistrement et détestable à écouter. Mais cette méthode a un défaut évident. Elle protège la conversation en la rendant également difficile à comprendre pour les interlocuteurs. Si vous devez hurler pour couvrir un bruit atroce afin de préserver votre vie privée, vous n'avez pas vraiment gagné. C'est incroyable, on ne s'entend plus. Je disais que c'est une ambiance d'enfer. S'il vous plaît, un peu de silence. Puis sont arrivés les brouilleurs ultrasoniques. L'idée paraît presque magique, produire des sons que l'oreille humaine n'entend pas, mais que les micros, eux, captent. Certains dispositifs exploitent les imperfections matérielles des microphones. Des fréquences très hautes peuvent être transformées en bruit parasite dans le circuit d'enregistrement. En 2020, des chercheurs de l'université de Chicago ont présenté un bracelet capable d'émettre des ultrasons pour perturber les microphones autour de son porteur. Le papier universitaire parle d'un Wearable Microphone Jammer, conçu pour désactiver les micros proches, y compris les micros cachés. Dans une autre époque, on aurait pu croire que cela suffisait. On émet du bruit que les humains n'entendent pas. Le micro enregistre du chaos. Fin de l'histoire, mais l'IA est arrivée. Et l'IA n'a pas besoin d'un enregistrement parfait. Elle a seulement besoin d'assez d'indices pour reconstruire le reste. Partie 4. Le problème du cocktail. Fermez les yeux et imaginez un bar. Il y a de la musique, des verres, une machine à café, des gens qui rient, une chaise qui grince, quelqu'un commande un cocktail, une porte s'ouvre, et pourtant, au milieu de ce chaos, vous arrivez à entendre la personne assise en face de vous. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau fait quelque chose d'extraordinaire tous les jours. Il filtre, il sépare, il donne la priorité à une voix. Ce phénomène est souvent résumé par l'expression « cocktail party problème ». Comment isoler une source sonore précise dans un environnement où plusieurs sons se superposent. Des travaux scientifiques décrivent ce problème comme l'un des plus grands défis de l'analyse de scènes auditives parce que les voix se chevauchent dans le temps et dans les fréquences. Pendant très longtemps, les machines étaient très mauvaises à ce jeu. Un microphone captait tout, une voix, du bruit, mais aussi des parasites. Bref, un bloc compact de vibrations. Mais les modèles modernes de traitement audio progressent très vite. Ils apprennent ce que c'est qu'une voix humaine, les rythmes de la parole, les fréquences typiques,
et à distinguer le bruit utile du bruit inutile. Surtout, ils apprennent à compléter l'information perdue. C'est là que ça devient troublant. Même si une syllabe est abîmée, même si un mot est partiellement masqué, même si une phrase est couverte par du bruit, le système peut parfois deviner ce qui manque grâce au contexte. Exactement comme votre cerveau peut lire une phrase où une partie d'un mot est cachée. Le cerveau complète. L'IA aussi. The signal is now completely clear. C'est pour cela que les anciens brouilleurs deviennent moins efficaces. Ils ne combattent plus seulement un micro, ils combattent une chaîne de traitement complète. Micro, pré-traitement, débruitage, séparation des sources, reconnaissance vocale, modèle de langage, reconstitution finale. Et cette chaîne progresse pour de très bonnes raisons. On veut des appels plus clairs, des réunions visio moins insupportables, des appareils auditifs plus performants, des podcasts plus propres, des assistants vocaux capables de nous comprendre même dans la rue. Microsoft, par exemple, a lancé en 2020 un Deep Noise Suppression Challenge pour faire avancer la suppression du bruit en temps réel et améliorer la qualité perceptive de la parole. C'est un progrès réel et utile, un progrès humainement défendable, mais comme souvent, la même technologie qui améliore la vie quotidienne peut aussi affaiblir une défense. Un outil conçu pour mieux entendre grand-mère pendant un appel vidéo peut aussi aider un système d'enregistrement légal ou illégal à récupérer une phrase que vous pensiez brouillée. Voilà le paradoxe. Chaque progrès de confort devient potentiellement un progrès de surveillance. Partie 5. L'obfuscation, ne pas cacher, noyer. Alors que faire ? Si cacher devient impossible, il reste une autre stratégie, noyer. C'est ce qu'on appelle l'obfuscation. Le principe est simple. Au lieu d'empêcher la collecte de données, on la rend moins fiable en injectant du faux, du bruit, du leurre, du contexte trompeur. Ne pas disparaître, se multiplier, créer assez de faux signaux pour que le vrai signal perde de sa valeur. Dans le monde numérique, l'idée existe depuis longtemps. Certains outils ont essayé de lancer automatiquement de fausses requêtes de recherche pour brouiller le profil publicitaire d'un utilisateur. Dans la reconnaissance faciale, des artistes et des chercheurs ont imaginé du maquillage, des motifs ou des vêtements capables de perturber les algorithmes. L'objectif n'est pas de devenir invisible comme un fantôme, mais de devenir illisible. Dans l'audio, la version la plus primitive de cette idée est presque comique, les bubble tapes. Imaginez un fichier sonore avec des dizaines de voix superposées, des accents différents, des phrases qui se croisent. Vous voulez parler à quelqu'un sans que l'enregistrement soit exploitable ? Vous diffusez derrière vous une foule artificielle. C'est rudimentaire, mais conceptuellement brillant. Parce que vous ne produisez pas seulement un bruit, vous produisez du faux langage. Et ça, pour une IA, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus perturbant. Un simple son comme chut peut être reconnu comme du bruit, mais 40 voix humaines qui parlent en même temps, là, l'algorithme doit décider quelle voix compte, quelle phrase est réelle, quel signal est l'objectif et quel signal est le leur. La guerre ne se joue plus seulement au niveau du son, elle se joue au niveau du sens. Et c'est exactement là que les nouvelles contre-mesures essayent d'aller. Partie 6. Mic Frozen, Spectre 1 et le cône de silence. En 2023, une équipe dirigée par Ming Gao a présenté Mic Frozen, un système pensé pour protéger la parole contre les microphones espions. L'idée est plus subtile qu'un simple brouilleur. Mic Frozen écoute la personne à protéger, puis génère en temps réel une sorte d'anti-parole ultrasonique adaptée à sa voix. Les auteurs expliquent que le système combine une annulation du signal vocal et un bruit cohérent pour réduire la capacité d'un micro-espion à récupérer la parole. Autrement dit, au lieu de jeter un mur de bruit dans la pièce, on essaye de produire une perturbation qui colle à la parole elle-même.
Un peu comme les écouteurs à réduction de bruit, mais inversé. Si vos écouteurs écoutent le bruit extérieur pour créer une onde opposée et vous donner du silence, ici l'idée est de faire la même chose avec votre voix pour protéger vos paroles en les rendant inutilisables pour un microphone caché. Puis arrive Spectre 1, un objet au nom parfait. Spectre veut dire le fantôme. La promesse de déveillance est simple, presque cinématographique, devenir inaudible en un clic. Sur son site, l'entreprise affirme que Spectre 1 crée une zone de protection d'environ 2 mètres et empêche les appareils intelligents et enregistreurs IA de capter une voix intelligible. Une première livraison est attendue de manière imminente avec précommande au prix de 1199 $. C'est très cher, mais c'est fascinant. Le gadget que tout cadre, avocat, journaliste, médecin, militant, diplomate ou simple citoyen anxieux pourrait vouloir poser sur une table. Mais entre une promesse marketing et un appareil réellement efficace, il y a parfois un monde. Wired a interrogé plusieurs critiques qui doutent de la faisabilité de certaines promesses de Spectre 1, notamment la capacité à détecter de manière fiable tous les micros proches ou à bloquer efficacement l'enregistrement dans des conditions réelles. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que même si Spectre 1 ne fonctionne pas parfaitement, même si la première génération est imparfaite, même si l'objet est trop cher, trop gros, trop limité, son existence révèle une demande, une inquiétude, un marché, une peur collective qui commence à prendre forme. Mais avec un prix élitiste alors que nous avons tous besoin de vie privée précisément au moment où tout le monde écoute tout le monde pour des raisons diverses. Du coup, nous sommes peut-être en train d'assister à la naissance d'une nouvelle catégorie de produits, les accessoires de contre-surveillance, accessoires qui devront être accessibles au grand public. Après les antivirus, les VPN, les bloqueurs de pub, les caches de webcam, voici peut-être les brouilleurs de conversation. Se protéger à l'heure de la surveillance de masse n'a jamais été aussi complexe et cher. Pendant des années, on a mis des autocollants sur des webcams parce qu'on avait peur d'être vu sans notre accord. Demain, mettra-t-on des appareils sur les tables parce qu'on aura peur d'être entendu. Partie 7. Le problème légal et moral. Attention, il ne faut pas transformer cette histoire en publicité naïve pour les brouilleurs. D'abord parce que certains dispositifs peuvent être illégaux selon les pays, surtout lorsqu'ils perturbent des fréquences radio. En France, la possession, l'utilisation, la vente ou la publicité de brouilleurs d'ondes sont strictement interdites, hors dérogation encadrée, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. L'idée est que les ondes normales ne soient jamais perturbées par des initiatives individuelles. Pourtant, nous sommes entrés dans l'ère du brouillage. Les signaux des satellites sont parfois brouillés. Les radars peuvent être brouillés pour qu'ils ne détectent pas les ennemis en approche. Les drones peuvent être combattus par du brouillage. Les bâtiments sensibles peuvent aussi être protégés par du brouillage. Des cambrioleurs utilisent le brouillage Wi-Fi pour se débarrasser des alarmes. Des bateaux transportant des marchandises illégales brouillent leurs balises pour fausser leur position. Le brouillage est utilisé dans les prisons pour éviter les communications mobiles. Sur les champs de bataille, le brouillage est omniprésent. Certains pays brouillent le GPS dans leur espace aérien, d'autres brouillent les radios étrangères. Les exemples ne manquent pas. Mais la question n'est pas seulement technique, elle est sociale. Avons-nous envie de vivre dans un monde où chaque conversation importante nécessite un appareil de protection ? Un monde où, avant de parler franchement, on demande « Attends, tu peux poser ton téléphone ailleurs ? Ou tu peux enlever tes lunettes ? Ou peux-tu désactiver ton pendentif ?» Voulons-nous d'un monde où la confiance humaine est remplacée par la vérification matérielle ? Il y a une réponse individuelle. Se protéger, choisir ses outils, refuser certains objets, créer des zones sans enregistrement.
Mais il y a surtout une réponse collective, des règles. Le consentement, la transparence, des voyants visibles, des interdictions dans certains lieux, des droits pour les personnes enregistrées, des punitions dissuasives en cas de violation, des obligations pour les fabricants. Parce que si le problème est systémique, la solution ne peut pas être uniquement « achetez-vous chacun votre petit brouilleur ». Sinon, la vie privée, comme je l'ai déjà dit, deviendra un luxe. Et c'est exactement ce qu'elle ne doit pas devenir. Pourtant, si vous suivez mes vidéos, vous avez compris que la bataille contre la disparition de la vie privée a commencé il y a longtemps et que les choses s'accélèrent. Nous sommes peut-être en train de perdre la bataille. Partie 8. Demain, l'IA n'aura peut-être même plus besoin du son. Et maintenant, la partie la plus dérangeante. Supposons que vous réussissez à brouiller le son, que le micro n'entende plus rien, que la conversation soit acoustiquement protégée. Est-ce vraiment fini ? Pas forcément. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, 2 astronautes se retirent dans une capsule pour parler à l'abri de HAL 9000. Ils pensent que l'ordinateur ne peut pas les entendre. Film visionnaire. Mais HAL lit sur leurs lèvres. C'était de la science-fiction. Cela ne l'est plus tout à fait. Des modèles entraînés sur suffisamment d'images pourraient en théorie inférer une partie d'une conversation à partir des mouvements du visage. C'est bien simple, si le cerveau humain sait le faire avec de l'entraînement, une IA aussi bien entraînée doit savoir le faire aussi. D'autres techniques expérimentales ont déjà montré qu'on pouvait récupérer des vibrations sonores à partir d'objets filmés, par exemple une surface qui tremble légèrement. Un laser vise une vitre ou un verre d'eau proche de personnes qui parlent et la lumière retournée le sera avec un léger décalage qui dépend de la distance à l'objet visé. Or, si l'objet visé tremble légèrement à cause du son, un système ultrasensible devrait être capable de repérer ces microscopiques variations de distance et transformer cela en son. De même, certains capteurs de téléphone portable, s'ils sont suffisamment sensibles, peuvent ressentir des vibrations sonores. Et même un téléphone sans micro pourrait, avec donc de bons capteurs, restituer un son. Vous l'avez compris, la course ne s'arrête pas au micro. Si vous bloquez le son, l'adversaire peut regarder l'image. Si vous bloquez l'image, il peut rechercher les vibrations. Si vous bloquez les vibrations, il recherchera peut-être des métadonnées. La surveillance est opportuniste, elle prend le chemin disponible, et l'IA rend de plus en plus de chemins disponibles. C'est pour cela que les objets IA portables changent la donne. Un smartphone dans une poche voit mal. Un assistant vocal sur une table entend d'un seul endroit. Mais des lunettes, une broche, un pendentif, des AirPods augmentés, des caméras discrètes portées sur soi, ce sont des capteurs mobiles, proches du corps, proches du visage, proches des interactions sociales. Bloomberg a rapporté en février 2026 qu'Apple travaillait notamment sur des lunettes intelligentes, un pendentif pouvant être porté comme un bijou ou attaché à un vêtement, et des AirPods dotés de capacités IA élargies. Tous construits autour de Siri et du contexte visuel. Même si ces produits changent, sont retardés ou ne sortent jamais sous cette forme, la direction industrielle est claire, les grandes entreprises veulent donner aux IA des yeux et des oreilles dans le monde réel. Et nous, que voulons-nous leur donner ? Tout ou seulement ce que nous choisissons ? Conclusion. Revenons à notre apprenti mafieux du début. Il s'appelle Anthony Binghi Arilota. Ce soir-là, en août 2003, il remet son téléphone, son beeper et ses bijoux. On le fouille, on lui donne un peignoir. Tout cela parce que dans son monde, une seule phrase enregistrée peut faire tomber une organisation. Mais ce qui paraissait extrême hier devient progressivement banal. Pas parce que nous sommes tous criminels, mais parce que nous sommes tous devenus des sources de données. Nos voix, nos gestes, nos hésitations, nos secrets, nos colères, nos confidences, nos contradictions, ou nos idées simplement. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. The Daily Northwestern raconte que lors d'interventions de Border Patrol à Evanston, près de Chicago,
des agents auraient filmé des manifestants et des arrestations avec plusieurs moyens, des caméras Sony, des GoPro, des téléphones, des bodycams et au moins 2 paires de Ray-Ban Meta. Le journal indique qu'un voyant sur les lunettes suggérait un enregistrement actif. Des juristes cités dans l'article s'inquiètent de l'effet dissuasif sur les activités protégées par le premier amendement, notamment la participation à des manifestations. Mais aussi le Courthouse News Service rapporte qu'une demande budgétaire du DHS pour l'année fiscale 2027 prévoit environ 7,5 millions de dollars pour des prototypes de Smart Glass donnant aux agents un accès à des données biométriques en temps réel sur le terrain. Ils veulent donc identifier en temps réel des citoyens présents dans l'espace public, y compris par un scan facial, sans consentement ni information. Cataloguer automatiquement les opposants au pouvoir ou à certaines réformes. Poutine en rêve, peut-être que ce rêve dystopique deviendra réalité en 2027 et aux États-Unis. Et vous le savez déjà, ce qui se passe aux USA se passe rapidement chez nous également. Pendant longtemps, la question était « qui nous écoute ?» Aujourd'hui, la question devient « combien d'objets autour de nous pourraient écouter sans que nous y pensions ?» Et demain, la question sera peut-être encore plus simple. Dans un monde où tout peut enregistrer, comment retrouver le droit fondamental de parler sans témoin et de rester anonyme dans l'espace public ? Et dernier point, rappelez-vous que si l'on parle de collecte de données très intrusive par les États, cela revient aussi par le mécanisme des fuites de données à rendre ces données accessibles à des criminels de tout poil. Plus inquiétant, n'est-ce pas ? Comme je le dis toujours, une information numérisée est immédiatement perdue du fait de sa numérisation. L'enfer numérique, quoi. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous. Ici, je vous parle de technologie, d'IA, de pouvoir, de surveillance et de vie privée. Et pas pour céder à la paranoïa, mais pour comprendre le monde qui arrive avant qu'il ne se concrétise. Pour vous donner une longueur d'avance qui vous permet de mieux décider et de mieux vous protéger. Et vous, dites-moi en commentaire, accepteriez-vous de discuter avec quelqu'un qui porte des lunettes IA capables d'enregistrer ? Je suis extrêmement curieux de vos témoignages. Merci, à bientôt.